Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Nous poursuivons l'étude du domaine 5 du programme de l'examen intitulé Les espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés. C'est toujours Joseph Jiménez, professeur d'histoire-géographie, qui vous présente ces vidéos. Un grand merci à toi Joseph et très bonne émission à toutes et à tous. Bonjour, cette dernière vidéo finira les enjeux environnementaux, domaine 5.4. Donc cette partie-là, sur l'impact de la pollution et autres sur la diversité, le rôle de l'ONU et des ONG sur la protection et les zones marines protégées. Alors toujours dans les enjeux environnementaux, le quatrième point, l'impact sur la biodiversité. Alors d'abord les conséquences de l'acidification des océans sur le plancton. Ça a une conséquence très importante évidemment, puisqu'elle affecte la capacité du plancton à se renouveler. Donc de nombreuses espèces de plancton ont besoin d'un pH spécifique pour se développer. Si ce pH est trop bas, ces espèces ne parviennent plus à structurer leur squelette calcaire, ce qui est logique, et n'arrivent pas à se développer. Le plancton, c'est la base de l'écosystème marin. Il sert de fondation à la chaîne alimentaire, donc un gros problème évidemment à venir. Donc en résumé, plus l'océan devient acide, moins le plancton se développe, et moins il produit d'oxygène nécessaire à l'équilibre océanique et atmosphérique. Si les populations de plancton arrivent à s'effondrer, cela pourrait avoir des conséquences sur la quantité d'oxygène et d'air que nous respirons, donc évidemment de très graves conséquences. Sur les coraux maintenant, les scientifiques estiment que l'acidification des océans affecte les coraux. Les coraux, c'est des animaux, même si ça y ressemble pas trop, à la structure très souvent calcaire et qui sont la base de milieux écologiques très riches. Les barrières de corail comme le plancton, amylacide, le corail a du mal à se développer. Ces structures et donc est vulnérable. Actuellement, le corail dans le monde se dégrade, blanchit, et on pense que c'est à cause de l'acidification des océans. Donc si tout cet écosystème arrivait à disparaître, ce serait évidemment très grave pour la chaîne alimentaire aussi. Voilà une illustration de ces coraux. Alors, sur la biodiversité marine, on a déjà vu quelques conséquences. L'acidification, elle a des conséquences directes aussi sur les poissons, crustacés, algues et organismes. Alors les scientifiques ont mis en évidence que certains poissons vivent des changements dans leur comportement ou dans leur métabolisme quand le pH diminue. Certains sont plus fragiles, d'autres doivent se déplacer, ça perturbe les équilibres locaux. Alors ça pour l'instant, c'est encore un petit peu difficile à évoluer, mais il y a forcément un impact. Alors pour la sécurité alimentaire maintenant, en 2013, 540 experts se sont penchés sur cette acidification et ils ont voulu attirer l'attention sur cet enjeu planétaire en rappelant que cette acidification fait que le chiffre d'affaires généré par les activités des éleveurs de moules, d'huîtres, de pêcheurs d'oursins, de crustacés, de poissons, il approche les 130 milliards de dollars. Et si ça diminue, ça aurait des grandes conséquences économiques et sur la sécurité alimentaire. Cinquième point, toujours de ces enjeux environnementaux, le rôle de l'ONU et des ONG, organisations non gouvernementales, dans la préservation de la biodiversité. Alors, après un agenda 21, l'ONU a publié un agenda 30, 2030 en fait, les objectifs du développement durable ODD en abrégé. Donc c'est l'objectif qui vise à améliorer le bien-être sur l'ensemble de la planète à l'horizon 2030. Donc il y a 17 objectifs communs à ces ODD. Et celui qui nous concerne en premier lieu, dans ce que nous étudions, c'est le domaine 14, qui s'intitule « Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ». Alors cet objectif, il est illustré de quelques chiffres clés, les océans qui sont impactés par l'activité humaine, ce qui concerne les eaux françaises par exemple, donc c'est quand même assez intéressant. Donc cet objectif, ces objectifs, je dirais, il y en a plusieurs. Surtout prévenir et réduire la pollution marine par exemple, gérer et protéger durablement les écosystèmes, réduire l'acidification
l'acidification des océans, rétablir les stocks de poissons, préserver au moins 10% des zones marines et côtières, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité, à la surpêche, faire mieux bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des retombées économiques de l'exploitation durable des ressources marines. Voilà. Alors, l'OMI, c'est très important, ce que nous allons voir là-dessus, c'est l'Organisation Maritime Internationale. C'est une branche de l'ONU spécialisée, comme elle en a beaucoup, chargée de la sécurité et de la sûreté des transports maritimes et de la prévention de la pollution des mers par les navires. Donc c'est un organisme de l'ONU central pour notre programme. Ça a été créé par la Convention de Genève en 1948. Elle est à la source de plus de 70 conventions internationales depuis 50 ans. On va en voir quelques-unes les plus remarquables. Donc ces conventions ont pour objectif de mettre en œuvre une réglementation maritime commune à tous les États membres de l'OMI, afin de favoriser une coopération, une harmonisation, par exemple, de toutes les règles. Alors, un résultat important a été l'adoption en 1975 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, connue dans le monde entier sous le nom de Convention MARPOL. Donc vous avez le petit logo de l'OMI qui est tout à fait en bas. Alors comment fonctionne cette OMI? Le siège est à Londres. Le secrétariat général est composé d'environ 300 personnes. Son organe directeur, l'Assemblée, se réunit une fois tous les 2 ans. Entre les sessions de l'Assemblée, c'est le Conseil qui se compose de 40 États membres élus par l'Assemblée qui joue un rôle d'organe exécutif. L'OMI, c'est une organisation technique et la plupart de ses travaux sont effectués par un certain nombre de comités et de sous-comités. Alors par exemple, le comité de la sécurité maritime, MSC, et le comité de la protection des milieux marins, MEPC, qui coiffent eux-mêmes plusieurs sous-comités. Alors voilà ce fonctionnement, dont l'Assemblée 172 États membres, donc quasiment tous les États qui ont un accès à la mer, se réunit tous les 2 ans. Et cette Assemblée vote pour le Conseil, 40 États élus par Assemblée, qui disposent de mandats de 2 ans et supervisent les travaux. Donc il y a 5 comités permanents, dans la sécurité maritime, on en a parlé, MSC, la protection des milieux marins, MEPC, et 3 autres, la coopération technique, TC, la coopération juridique, LEG, et la simplification des formalités, la FAL. Et il y a des sous-comités, aussi un peu plus spécialisés. Donc voilà pour ces comités dont nous avons parlé, et pour les sous-comités, tout détaillé. Donc voilà le comité avec quelques-unes de leurs actions, par exemple. Alors le comité pour la protection de l'environnement, il s'est développé essentiellement à partir de 1985, qui gère les questions environnementales et particulièrement la convention MARPOL. Le comité juridique, lui, il a été créé en 67 suite à un naufrage du Torrey Canyon, donc c'est tout ce qui est problème juridique dû à la pollution. Le comité technique créé en 69, et le comité de facilitation, de simplification créé en 1972. Alors, quels enjeux environnementaux pour l'OMI? La question environnementale est au cœur des préoccupations de l'OMI et de ses États membres, donc surtout pour ce qui est de la pollution. Alors, la convention MARPOL, on en a parlé, c'est une convention importante, adoptée en 1973, complétée dans les années 70 et 90, et fait encore régulièrement l'objet d'amendements au fur et à mesure. Elle est entrée en vigueur quand même qu'en 1983. Tous les navires battant pavillon d'un État qui font partie de cette convention sont soumis aux dispositions du texte, quel que soit leur lieu de navigation. Alors, la pollution par hydrocarbures, qui est marée noire par exemple, prévoit la réparation intégrale des dommages de pollution consécutifs à un accident de mer. Le premier niveau d'intervention, il instaure une responsabilité canalisée sur le propriétaire du navire. Il s'agit d'une responsabilité automatique mais limitée, sauf en cas de faute intentionnelle du propriétaire du navire. Le deuxième niveau est assuré par le Fonds international d'indemnisation pour la réparation des dommages dus à la pollution par hydrocarbures, qui intervient dès lors que le premier niveau est insuffisant, et c'est très souvent le cas.
Le FIPOL, il est indépendant de l'OMI, bien qu'il soit créé en vertu des conventions de l'OMI. Donc ce FIPOL, il a une personnalité juridique distincte. Il s'agit de deux choses différentes un petit peu qui s'occupent de la pollution. La convention OPCR 90, elle a été adoptée en 1990, elle est rentrée en vigueur en 1995 et complète un petit peu tous les textes et travaux sur la réparation des hydrocarbures. Convention STCW, c'est une convention sur les normes de formation des gens de mer et délivrance des brevets de veille adoptée en 1978 et entrée en vigueur en 1984. C'est le premier texte à avoir établi des normes internationales de compétences des gens de mer et donc un contrôle systématique là-dessus. Les grandes conventions de l'OMI, on en a cité certaines, d'autres non. Il y a une cinquantaine de textes qui ont été adoptés sous l'effigie de l'OMI. Parmi ces textes, on peut regrouper les conventions en trois grandes catégories. Celles relatives à la prévention des accidents, SOLAS, la pollution marine, on en a déjà parlé, MARPOL, ou encore des gens de mer, STCW. Donc ces conventions concernent des moyens d'action tels que la Convention sur la recherche et le sauvetage en mer, ou SAR. Donc le code pour la sécurité, pour la sûreté des navires et des installations portuaires. Donc en réaction aux attentats du 11 septembre, bon ça c'est plutôt des avions, et à l'attaque du Limbourg par une vedette kamikaze en octobre 2002, l'OMI a mis en place un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, donc qui a été adopté en 2002. Alors, quels hommes pour assurer la sûreté à bord et à terre? Le SSO sur un bateau, Ship Security Officer, est le responsable de la sûreté à bord, nommé par la compagnie. C'est un agent de sécurité de sûreté du navire. Voilà. Le CSO est le responsable sûreté de la compagnie à terre, nommé par la compagnie. Il participe à l'élaboration du plan de sûreté. Et le PFSO, c'est le responsable sûreté intervenant dans les ports. Il met en œuvre les plans de sûreté pour les installations portuaires. Il y a un code international de la gestion de la sûreté. Ce code ISM de 1993 régule à l'échelle internationale la gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires. Chaque compagnie maritime doit désigner un responsable de la gestion de la sécurité à bord des navires et à terre. La convention SOLAS, c'est la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, est entrée en vigueur en 1980. Elle fait l'objet de nombreux amendements régulièrement. Ce texte, il est très important en matière de sécurité des navires. Cette convention régule le contrôle des différents types de navires ainsi que les documents à bord en matière de sécurité. Elle ne s'applique qu'aux voyages internationaux des navires de charge d'une jauge brute supérieure à 500 tonnes ou des navires de passagers. Les ONG maintenant qui interviennent aussi dans la protection. Alors on ne peut pas toutes les citer, on va citer que les principales. Alors par exemple Bloom, c'est une association qui se dévoue aux océans. Elle affiche pour mission de créer un pacte durable entre l'homme et la mer. Son objectif est de protéger l'océan et les espèces qu'il abrite tout en favorisant les emplois durables dans la pêche et l'aquaculture. Son plus gros combat, c'est mettre fin aux méthodes de pêche qui détruisent l'écosystème marin, comme le chalutage en eau profonde ou la pêche électrique. Bloom favorise les méthodes de pêche non agressives pour l'environnement et génératrices d'emplois. Alors parmi ces outils de travail, il y a des actions de sensibilisation, d'éducation, de médiation scientifique, un programme de recherche scientifique indépendant. Bloom s'est aussi fait remarquer par son engagement sur le terrain législatif avec des actions de plaidoyer citoyen. Alors l'expédition 7e continent, qui porte bien son nom, c'est pendant sa traversée de l'Atlantique en solitaire que Patrick Dixon, explorateur, découvre la pollution par les déchets plastiques et va naître une vocation, celle d'explorer les océans et de témoigner sur cette réalité invisible au plus grand nombre. Donc ces missions ont pour objectif d'étudier la situation, d'alerter le public et les décideurs politiques. Les expéditions composent de scientifiques, industriels ou encore communicants qui cherchent à médiatiser ce phénomène de continent de plastique, car celui-ci se situe dans des zones non concernées par les navigations marchandes et touristiques, réduisant le public. Le Project Rescue Océan, à l'origine une simple page Facebook, c'est devenu une association
Sa mission est de sensibiliser le public et la jeunesse surtout sur l'état de l'environnement et du littoral. L'association mène des actions autour des plages, de l'océan, des fleuves et des rivières. Elle intervient dans des écoles, procède à des valorisations de déchets. En moins de 2 ans, cette association a collecté 55 tonnes de déchets sur les plages. Elle a aussi pris pour habitude de recycler les filets de pêche fantômes récupérés en mer. Plastic Odyssée, là aussi, qui porte bien son nom, on imagine de quoi s'intéresse cette association. C'est le premier laboratoire flottant du recyclage et de la réduction des déchets plastiques. Il part pour une aventure de 3 ans le long des côtes d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie-Pacifique. Cette association a pour ambition de développer de petits centres de recyclage à bas coût et accessibles au plus grand nombre, donc pour les pays pauvres essentiellement. Elle cherche à la fois à réduire la pollution océanique et la pauvreté. Donc Plastic Odyssey a pris le parti de construire ces machines sans brevet en open source. Les plans des prototypes sont mis à disposition sur une plateforme pour que n'importe quel utilisateur puisse les reconstruire. L'association cherche à créer des communautés d'ambassadeurs, notamment dans les pays en développement. Sea Shepherd, qui est une organisation très réputée, cette association, elle a été fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson. Sea Shepherd, c'est l'ONG de protection des océans la plus combative au monde, dans tous les sens. D'ailleurs, on voit ce logo, c'est combatif. Son combat se matérialise sur 3 axes. Donc le premier, c'est intervenir de façon non violente pour empêcher les atteintes illégales à la vie marine. Le second, mettre en lumière auprès des médias et de l'opinion les pratiques non durables ou éthiques vis-à-vis des écosystèmes marins. Et le troisième, sensibiliser le public à la cause océanique en intervenant dans les écoles, les festivals ou à travers des événements. Greenpeace, très connu aussi, c'est une organisation internationale. Elle est présente sur tous les continents et tous les océans grâce à 28 bureaux nationaux et régionaux et 3 bateaux. Elle compte plus de 3 millions d'adhérents à travers le monde qui la soutiennent et agissent avec elle. Dans ses combats pour la protection des océans reposent sur 4 principes. Abandonner un modèle de pêche dépassé, lutter contre la pêche illégale, appliquer le principe de précaution, faire preuve de courage politique. La mission de Greenpeace est de créer un réseau de réserves marines qui couvrirait au moins 30% de nos océans et développer une pêche durable. The Sea Cleaner, porte bien leur nom aussi, cette association de protection des océans, pour elle, c'est le grand cheval de bataille, c'est la collecte en mer qui pourra créer un cercle vertueux. Donc, elle permet de donner des résultats concrets, rapides et visibles. Des résultats qui aident à éveiller les consciences, à mobiliser les pouvoirs publics et les communautés à faire bouger les lignes. Les actions de Sea Cleaners consistent en l'éducation, la sensibilisation des plus jeunes pour protéger la biodiversité. Elle cherche à dynamiser l'économie locale, circulaire, avec des solutions de valorisation des déchets plastiques. En mer, cette association collecte les macro-déchets plastiques dans les zones de forte densité avant qu'ils ne se désagrègent en microparticules. Elle relève et observe par ailleurs pour recueillir des données scientifiques. Le WWF, qui figure parmi les mastodontes de la lutte pour l'environnement, il place la protection des océans au centre de ses priorités. Sa mission est d'assurer une productivité pérenne des pêcheries et une résilience des écosystèmes marins en améliorant la subsistance des communautés côtières et le maintien de la biodiversité. Le WWF cherche à protéger mer et océan en accompagnant donc les filières de pêche et de l'aquaculture vers des pratiques plus responsables en travaillant à développer des aires marines protégées, AMP, ou encore en accompagnant distributeurs et consommateurs de produits de la mer vers plus de durabilité. Wings of Ocean, sa mission principale est de retirer le plastique des mers, vous voyez qu'il y a beaucoup d'associations là-dessus, et sur les plages pour la protection des océans. Donc l'association se rend dans des zones polluées, difficiles d'accès, afin de récupérer du plastique pour le recycler à terre. Donc il a un bateau d'expédition, le Kraken, qui permet de retirer le plastique de l'eau et sert de laboratoire d'expérimentation sur la façon dont on pourrait procéder pour réduire l'empreinte écologique de l'eau. 10 fleuves envoient 800 000 tonnes de plastique chaque année dans les océans. Le projet de Wings of the Ocean est de développer une flotte de navires récupérateurs aux embouchures de ces fleuves, d'y collecter le plastique et de le recycler. L'association mène par ailleurs des actions de sensibilisation et de ramassage des déchets partout en France. Algalita, c'est Charles Moore qui a découvert en 1997, lors d'une course à la voile, l'existence d'immenses plaques de plastique flottant qui s'accumulent en amas.
Ces amas s'expliquent par la présence de tourbillons permanents, des gyres. Ces plaques sont présentes un peu partout, dans le Pacifique, dans l'Atlantique et même en Méditerranée. Donc, suite à cette découverte, Charles Moore a créé l'ONG Algalita Marine Research and Education Foundation. Dernier point maintenant, le point 6 des enjeux environnementaux, les aires marines protégées, on les a déjà un petit peu citées. Donc une aire marine protégée, c'est un espace délimité en mer qui répond à des objectifs de protection de la nature à long terme. C'est la définition qu'on peut trouver sur le site ministère français de la mer. Donc, sur le papier, l'aire marine protégée semble donc être un outil efficace pour lutter pour la préservation des milieux marins et des espèces. Une étude scientifique parue en mars 2021, donc qui est pas très ancienne, dans la revue Nature, estime que protéger 30% des océans de la planète permettrait de réduire considérablement l'érosion de la biodiversité et aiderait à combattre le changement climatique. C'est d'ailleurs le but que s'est fixé la France d'ici 2022, donc cette année, protéger 30% de son espace maritime. On va voir où on en est exactement. Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, seuls 2,7% des océans sont véritablement protégés. En France, 23,5% du domaine maritime était classé en zone protégée en 2019. C'est intéressant parce qu'on a quand même le deuxième plus grand domaine maritime au monde, ZEE, après les États-Unis, donc c'est quand même très important, et une présence dans tous les océans de la planète, à part l'océan Arctique. Donc le gouvernement initie ces dernières années une politique renforcée en matière de zones protégées. La France multiplie les créations d'aires marines protégées avec par exemple 9 parcs naturels marins créés depuis 2007, dont le parc naturel de la mer de Corail en Nouvelle-Calédonie, qui est la plus grande zone protégée en France. La France vient aussi de démarrer sa 3e stratégie pour les aires marines protégées après la première initiée en 2007 et la deuxième de 2012. Malgré tout, malgré ces chiffres, on estime que seuls 2%, même pas 2% des mers et océans français sont véritablement protégés. Donc même si la France affiche des ambitions hautes en matière, le pourcentage des zones réellement protégées est en dessous de la moyenne mondiale. Pire, ces zones protégées, les mieux protégées de l'espace français, sont trop souvent celles où les activités humaines susceptibles de nuire aux écosystèmes sont les moins nombreuses. Ainsi, c'est seulement 0,1% des façades atlantiques et méditerranéennes proches de la métropole qui sont correctement protégées. Alors, si un tel déséquilibre existe, c'est avant tout une question de vocabulaire et de niveau d'engagement. En effet, une aire marine protégée est définie comme telle à partir du moment où on lui applique un niveau de protection. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs niveaux qui sont possibles. La protection intégrale interdit toutes les activités ayant un impact négatif sur la biodiversité, pêche, extraction de ressources, etc. C'est la moins appliquée ou alors dans des endroits où il n'y a personne. La protection haute, elle autorise seulement certains types de pêche identifiés comme étant sélectifs, pêche à la ligne, au harpon, en apnée et certaines activités. Les autres niveaux de protection sont plus laxistes et permettent le maintien de toute autre activité, ou presque, mais rentrent quand même dans les zones protégées. Donc, on l'a déjà dit, la plus vaste aire marine protégée, 2,5 fois la superficie de la France métropolitaine, c'est le parc naturel de la mer de Corail, créé en 2014 en Nouvelle-Calédonie. Il rassemble une riche diversité d'habitats, un récif corallien, une fosse qui va jusqu'à 8000 mètres de profondeur, des monts sous-marins, des sources hydrothermales, etc. Pour un certain nombre d'espèces, parmi lesquelles 25 mammifères marins, 48 requins et 19 oiseaux nicheurs et 5 tortues. Alors ce réseau français des aires marines protégées, vous avez là donc son évolution, donc on voit quand même que ça va très très vite, et donc officiellement de nos jours on est autour de 24% de zones protégées, mais on a vu que suivant le niveau, c'est pas du tout la même chose. Donc 546 aires marines protégées en métropole ou en outre-mer, c'est quand même quelque chose d'important. Donc les aires marines protégées françaises couvriraient donc voilà, certains pourcentages, mais au niveau protection, c'est quand même pas du tout la même chose. Donc voilà ces zones un petit peu protégées sur tous les océans. Donc on voit les mers des Caraïbes, l'océan Indien,
dans le Pacifique et même autour de la métropole, alors essentiellement autour de la Corse, mais aussi un petit peu ailleurs, tout autour. Voilà en gros plan ce que ça donne, avec des parcs naturels marins, des parcs nationaux, et des parcs, le parc naturel de la mer de Corail qui est un petit peu particulier. Alors il y a d'autres types de protection, des réserves naturelles, des sites Natura 2000, des aires de protection, des biotopes, voilà, tous ces types de protection un petit peu partout sur le territoire dépendant de la France. Alors voilà une carte mondiale cette fois, qui date de 2017 sur la protection, les zones protégées dans le monde. Alors on voit qu'il y en a quand même un petit peu partout, mais que évidemment une très grande partie de nos océans ne sont pas protégés. Actuellement on estime à 6% à peu près, enfin, en 2017 on estimait à 6%, le but était de 10% couvert en 2020, on l'a atteint, et serait de 30% qui est l'objectif de l'OMI pour 2030, là il y a encore quand même un petit peu de travail. Voilà un petit peu les plus grandes zones de protection hein, qu'on peut trouver aussi schématisées avec leur lieu, leur superficie, le pays, et là aussi plusieurs zones plusieurs niveaux de protection. Donc voilà une autre carte qui donne l'étendue de ces protections, de ces aires marines protégées un petit peu partout dans le monde. Pour finir, hein, voilà un petit peu les protections un petit peu dans le Méditerranée et dans le monde où on peut comparer. Hein. On voit donc l'évolution des protections partielles et intégrales en Méditerranée. On voit que depuis les années 2000, ça a fortement augmenté, mais nous sommes quand même à peine au-delà de 6%. Donc c'est encore un très modeste. Dans le même temps, la protection mondiale a aussi augmenté de façon moins brutale autour de l'an 2000, mais quand même augmente, mais là aussi on n'est même pas 4% de protection. La protection intégrale mondiale, donc vous l'avez vu, quand on enlève la partielle, donc intégrale, on n'est même pas à 2%, on est à 1,5%, et la protection intégrale en Méditerranée, elle frôle le néant, donc quand on voit ça c'est très différent si on intègre la partielle et si on regarde que la protection intégrale. Donc l'objectif de protéger 10% des mers et océans dans le monde est fixé par la Convention sur la diversité biologique, adoptée par la conférence de Nagoya en 2010. Et je vous rappelle que l'objectif est de 30% d'ici 2030. Et il y a un peu de boulot là-dessus. Et bien voilà, nous avons fini ce domaine 5, l'étude de ce domaine 5 qui est très très vaste, vous l'avez vu, qui part dans des domaines très divers de géopolitique, d'économie, de protection. Et comme d'habitude, pour finir, un petit quiz pour travailler un petit peu cet examen. Alors, question 1, dans son agenda 2030 de préservation de la planète, quel objectif parmi les 17 concerne tout particulièrement les océans? S'agit-il de l'objectif 12, du 14, du 16 ou du 17? Quelques petits instants de réflexion. La bonne réponse était le 14e objectif du développement durable. Question 2. Quelle est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée de la sécurité et de la sûreté des transports maritimes et de la prévention de la pollution des mers par des navires? S'agit-il de l'OMI, réponse A, de l'ONU, réponse B, de l'OMU, réponse C, ou de l'ONU, réponse D? La bonne réponse était le A, l'OMI, donc voilà le logo. Question 3. Quelle convention internationale s'occupe de la prévention des risques de pollution? S'agit-il du STCW, réponse A, du SAR, réponse B, du Polmar, réponse C, ou du SOLAS, réponse D? Il s'agissait du C. La convention, c'est le Polmar. Voilà. Et en France, on a adopté avec le Polmar mer et le Polmar terre. Question 4. Quelle est la convention adoptée en 1978 qui fixe la première des normes internationales des gens de mer? Est-ce que c'est STCW, réponse A, SAR, réponse B, Polmar, réponse C, ou SOLAS, réponse D? La réponse est le A, STCW. Dernière question, fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson, cette association dont le logo rappelle le drapeau pirate est très combative pour la préservation des océans.
S'agit-il de Sea Shepherd? Réponse A. Project Rescue Océan? Réponse B. Expédition 7e continent? Réponse C. Ou du WWF? Réponse D. Quelques petits instants pour vous. Il s'agissait de la réponse A. Sea Shepherd, et voilà le logo inspiré quand même du drapeau pirate.